Bonjour tout le monde, c'est Alix de Yelst, aussi l'oiseau conteur. Je fais des lectures publiques et je suis autrice de plusieurs textes. Donc je me propose de vous lire 3 extraits aujourd'hui, donc 3 micro-nouvelles avec des thèmes assez variés. La première s'intitule Souvenir. Les yeux grands ouverts, il contemple les moulures du plafond pendant qu'œuvrent les moissonneurs de la nuit qui récoltent le coton du sommeil. Le jour bruissant filtre à travers les lourds rideaux de brocart. Un vague sourire erre sur ses lèvres, probable vestige d'un rêve qui se prolonge dans la lumière. Il prend une grande inspiration, sa poitrine se soulève et siffle comme une cornemuse percée. Toujours allongé sur le dos, il s'étire lentement, faisant grincer ses mains, ses doigts, ses épaules, ses bras. Son corps éprouvé par le temps qui proteste, qui refuse de rester alerte. Quand ? C'est arrivé quand ce moment brusquement insidieux où il s'est dit « Je suis vieux ». Pas quand sa femme l'a quitté, c'était il y a trop longtemps. Ce n'est pas non plus quand les jolies femmes, les autres, ont cessé de sourire à ses discrètes œillades pour lui adresser une moue révoltée. La retraite ? Tous les matins sont des matins fériés depuis bien trop longtemps. Il est né dans la fange et a tout fait, pendant longtemps, pour être sûr de mourir une cuillère en or dans la bouche. Mais il s'est toujours levé tard, quand le ciel est déjà d'or paré. Fermant un œil pour ne pas être ébloui, il tend ses mains devant la lumière et observe le passage du temps sur leur peau tachée, veinée, ridée. Son sourire s'accentue. Au moins, on sait qu'il a vécu. Il laisse retomber ses mains le long de son corps, puis pivote vers le bord du lit, s'y assoit. En face de lui se trouve un miroir en pied. Témoin impassible, impitoyable de ce temps après lequel il a couru toute sa vie en croyant naïvement un jour le rattraper, le miroir lui tend son regard, lui rend son regard. Pieds osseux, jambes maigres et bleutées, genoux cagneux dans lesquels sont plantés des coudes saillants, poitrine enfoncée pour avoir encaissé tout ce qui a été ressenti, toute cette vie qui l'a frappé de plein fouet sans répit. Il attrape sur le valet de bois sombre sa robe de chambre en velours et, sans quitter son reflet des yeux, il l'enfile sur son corps nu, douloureux mais étrangement apaisé. Il plonge dans le bleu de ses propres yeux cernés par tous les éclats de rire qu'il a traversés, pochés par toutes les larmes qu'il a cachées. Là-dedans, il peut la voir, la réponse. Sur son corps marqué par la vie, il suit sans cesse les multiples sillons des souvenirs accumulés sous sa peau, qui ont fini par déborder dessus. À toujours croire qu'il faut vivre encore davantage, on finit par vivre tellement que ça déborde, c'est tout. Il n'y a pas si longtemps, ou était-ce bien avant, il se demandait encore ce qu'il allait bien pouvoir faire pour surmonter l'angoisse de commencer à remplir le vide qu'il ressentait à l'intérieur. L'envie de faire tant de choses, de construire, bâtir de rien, des gratte-ciels et des châteaux forts d'amour, d'art et de beauté. C'est ça qu'il voulait. Mais sans comprendre pourquoi, il ne commençait rien. Jusqu'au jour où il a commencé. Où il a réussi. Mu par une force infime et infinie, fragile comme une brise mais qui avait le mérite d'exister, il a commencé à empiler des pierres et à creuser des fondations, pour ses gratte-ciels et ses châteaux forts. La brise ne s'est jamais arrêtée de souffler depuis. Parfois pas dans le bon sens pour lui, mais il était trop bien lancé et il a fini par la trouver. Sa combativité. C'est ça qui avait plu à sa femme. Sa marguerite à l'oreille le jour où elle est venue le voir sur scène la première fois, où ils se sont rencontrés. C'était dans un jardin, il y avait un monde fou. Plus tard, elle lui avait offert un tout petit cadre de bronze dans lequel était serrée la marguerite. Le cadre est toujours sur sa table de nuit. Il n'a pas bougé depuis qu'elle est partie, comme une petite tache de soleil du passé. Dans son œil autrefois outre-mer, que les années font tirer vers la piscine, il a enfin vu ce qu'il cherchait,
à la lumière de ce doux souvenir. Il est devenu vieux le jour où il a cessé de penser au futur, où ses rêves étaient soit derrière, soit autour de lui, où tout ce qui avait commencé à compter était, enfin, devenu le présent. Il avait fallu ça, devenir vieux pour aimer chaque instant comme il est, faire ce qu'on veut. Quand la réponse s'est éclairée en toutes lettres dans ses vieux yeux bleus pleins d'anciens feux, il les a fermés. Toujours debout devant son miroir et fredonnant un air tranquille aux accents de fête, il s'est mis à danser. Doucement d'abord, lentement, à la faveur de ses os craquants. Puis il a passé sa journée et le reste de sa vie à danser furieusement chaque instant, défiant le monde d'éteindre un jour sa lumière qui, il le savait, survivrait à son souffle dans un éternel présent. Le second texte que je vais vous lire, c'était sur le thème des péchés capitaux. Et c'est l'interprétation que j'ai faite de l'orgueil. Tu es méchante, tu es brisée, tu es blessée. Alors tu ruines à ton tour. C'est bien beau de dire de casser les cercles vicieux qui t'entourent, mais ça, c'est des conseils de gens qui vont bien. Tu crois qu'ils essayaient de casser leur propre cercle vicieux personnel et privé, tous ces gens qui se sont acharnés sur tes certitudes pour les réduire en bouillie, pour les transformer en courant d'air? Non, bien sûr que non. Quand ta maman t'a toujours dit que tu étais la plus belle et la plus intelligente des petites filles, tu souris et puis tu la crois aveuglément, toi, tu te poses pas de questions. Et puis ce petit garçon se plante devant toi un jour pour te dire, sans malveillance, et c'est ça le pire. Parce que c'est toujours facile de dire un truc méchant, gentiment. Il te dit que tu serais parfaite si tu étais moins grosse. Tu serais parfaite si tu étais autre, en fin de compte. Tu es un peu ébranlée sur ton tout petit piédestal doré, mais bon, pendant quelques années encore, tu arrives à t'en sortir malgré la duplication infinie de ces épisodes dans ta vie miniature, ta vie de femme en chantier. Tu arrives à t'en sortir parce que de toute façon, ils peuvent dire ce qu'ils veulent tous. C'est maman qui a toujours raison. Et puis vient le jour où, pour la première fois, tu n'es pas d'accord avec une chose que dit maman. Ça peut être n'importe quoi. Une chose toute petite ou très très grosse. Tu penses un jour que maman s'est trompée, qu'elle a tort, sur quelque chose d'infime ou d'immense. C'est pas ça qui compte, c'est pas la taille du quelque chose. Ce qui compte, c'est que ce jour-là, dans ce quelque chose-là, maman a tort. C'est là que tout devient infiniment plus compliqué et plus difficile ce jour où maman a tort, parce que toi, sur le moment, tu commences par te dire que c'est un accident, et puis tu respires mieux. Et puis tu réfléchis, et puis tu te dis que ce doit être toi qui as tort. C'est peut-être que ça. Et puis tu réfléchis encore et maman a tort. Si elle a eu tort cette fois, alors peut-être que c'est pas la première. Peut-être qu'en fait, maman a toujours tort et que tu le savais pas, et elle non plus. Peut-être que manger de la soupe, ça fait pas grandir. Peut-être que le Père Noël n'existe pas. Peut-être qu'aucune fée ne vient voler autour de toi la nuit en laissant tomber des paillettes partout sur ton visage. Et dans tout ça, peut-être qu'en fait, tu n'es pas la plus belle ni la plus intelligente des petites filles et que maman se leurre elle-même, toute seule. Comme on sait si bien le faire quand on est grand. Ça, tu l'apprendras plus tard. Là, tout de suite, tu te demandes surtout ce que tu vas bien pouvoir faire de cette histoire de maman qui a tort, parce que t'es bien embêtée et ça remue tout ça. Au fond de toi, ça lève toutes les vagues du monde, jusque dans les grands lacs de tes yeux d'enfant. Et tu pleures des torrents. Et tu peux pas expliquer à maman, quand elle arrive avec ses câlins qui sentent bon. Tu peux pas lui faire ça, la pauvre. Tu pleures beaucoup, tu réfléchis un peu et au bout de ton tout petit corps qui tremble, tu finis par saisir la première occasion d'envoyer tout ça sur les roses. Pourquoi tu serais pas comme dit maman d'abord? Tu les emmerdes tous, même quand ils te lacèrent le corps avec leurs mots en forme de couteau, même quand ils te
crèvent le cœur comme une baudruche avec leur regard plein d'avis que tu devrais balancer derrière ton épaule. Même quand ils font ça, toi, t'es la plus belle et ça fait mal, mais ils le sauront pas. T'es la plus intelligente et ils peuvent courir avec leurs esprits de primates élevés à la loi du plus con. T'es fière de toi parce que tu as peur que maman ait tort et que personne ne puisse être fier de toi à part elle. T'es fière de toi parce que les autres, même quand ils comptent pas, leur regard, ils comptent quand même. T'arrives pas à faire sans alors. S'il faut que quelqu'un soit fier, bah tu commences par toi. Tu te sauves toi-même parce que tu ne sais plus vraiment si dans la vie, il y a d'autres choses à sauver. Si maman a tort. Si... Et pour terminer, je vais vous lire un troisième texte, plus court, sur le thème du naufrage. C'est surnaturel en fait comme moment. Tu te dis que c'est impossible ce qui se passe quand le bateau se couche. T'as beau l'avoir vu, l'avoir senti, l'avoir pensé avant, même parfois bien avant, ça te retourne complètement toi aussi. C'est comme si le soleil avait brillé toujours sans broncher et que, d'un coup, il faisait grève sans s'expliquer. Tu voudrais bien te coucher, fermer très fort les yeux et attendre de te réveiller, mais t'as la nausée, tu parles, ça bouge trop. T'entends les bruits déchirants du métal qui se tord. On dirait une baleine qui hurle à la mort. Tu vois tout qui tombe, qui tangue et qui se casse autour de toi. Et tu te précipites. Évidemment que tu te précipites pour tout récupérer dans tes bras. Tu réfléchis pas, t'as pas le temps, car tout s'en va. Tu cours à perdre haleine dans tous les sens. Tu ne vois plus les gens, tu ne vois plus grand-chose à vrai dire, avec toute cette écume et ce vent marin et puis même ce brouillard bizarre qui sort de nulle part. Tu vis, tu cours, tu ne sais plus en fait. Et puis là, t'as trop de choses dans les bras, tu te fatigues, tu t'essouffles et de toute façon, où tu vas le mettre tout ça, hein? Au bord des larmes, tu laisses tomber ces choses que tu aimes et qui prennent tellement de place. Et tu fais de ton mieux pour ne pas les regarder sombrer dans l'eau mouvante en bas. Cet en bas qui devient de plus en plus le tout près de toi. Alors tu serres fort ce qu'il te reste contre toi. Tu sais même plus si tu pleures maintenant ou si c'est la mer qui teinte le bord de tes cils et puis tu t'en fous, finalement, car tout vacille. Tu restes là indéfiniment, tu perds la notion du temps. Tu finis par te figer, tout voir au ralenti et ne plus rien vouloir vraiment. Peut-être que tout va s'arrêter, que tout va se calmer, revenir à la normale si tu cesses de bouger. Et puis même si ça continue, ça ne sert à rien de s'agiter, n'est-ce pas? Tu restes là, recroquevillé dans un coin autrefois sûr pendant que l'eau se rapproche de toi. Mais il arrive malgré tout. Tu le sais, depuis ce moment où la cale a commencé à prendre l'eau. Tu le savais bien que tu pourrais pas éternellement tout colmater avec du chewing-gum. Tu le savais bien que tu pourrais pas rester prostré jusqu'à l'engloutissement. Il arrive cet instant où tu dois fermer les yeux, prendre une grande inspiration et sauter, sans hésiter dans l'eau glacée. Pour sûr, ça réveille. Ça fait même bien longtemps que tu ne t'étais pas senti aussi vivant. Tu mesures à présent l'indolence dans laquelle tu te vautrais jusque-là, du haut du pont, à naviguer mollement. Tu t'en rends compte, mais fugacement, entre deux ballottements, car tout chavire. Et là, maintenant, les vagues qui te touchent, elles te traversent de part en part, comme des flèches glacées qui font écarquiller les yeux. Tu bois la tasse. Évidemment que tu bois la tasse, parce que t'as encore tout ce fatras dans les bras, alors tu ne nages pas. Tu bats des jambes frénétiquement, c'est ridicule et c'est touchant, et au bout d'un moment, t'en peux plus d'avaler du sel, d'avoir le nez piquant, alors enfin. Tu lâches tout, et tu nages. Tu ne regardes surtout pas derrière, non, pas maintenant. Tu essayes de t'éloigner, comme tu peux, de sortir de l'ombre du paquebot qui coule, lentement, sans t'attendre, pour pouvoir l'oublier très vite. Tu te demandes où sont les gens, mais là, il ne reste que toi.
force de nager, tu n'as plus froid. Tes yeux brûlent et ta gorge aussi, ta gorge serrée, nouée. Ta gorge, elle est encore agrippée là-haut. D'ailleurs, tu n'as pas crié, pas une seule fois. Ta voix, elle n'accepte pas. Mais ça viendra, car tout recommence. Voilà, alors c'est fini pour ce soir. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir écouté, et j'espère que vous avez autant aimé écouter que j'ai aimé le lire pour vous. Je vous donne rendez-vous sur la page Facebook de l'Oiseau Conteur ou la page Instagram Oiseau Lyrique, que vous pouvez retrouver à tout moment sur Internet. Et je vous remercie encore pour votre écoute religieuse ce soir. Merci beaucoup, à bientôt.